On jase vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game. Salut tout le monde, bienvenue à On jase, édition du 28 mars 2023. J'espère que vous partez bien au lendemain de cette victoire que je vais qualifier de colorée, contre les Sabres de Buffalo hier. Une victoire en tir de barrage, signée Michael Tiger Williams-Pezzetta. Évidemment, on va en reparler. En long et en large, on va s'entretenir avec Guy Boucher un petit peu plus tard et Marc Denis également dans quelques instants, qui lui est déjà à Philadelphie, le chanceux, une ville que j'aime beaucoup, en vue du match de ce soir, alors que le Canadien va affronter les Flyers. Martin Lemay, comment vas-tu? Puis je sais que tu vas me poser une question. En tout cas, j'espère que tu vas me la poser. Ah oui? Oui. Sois observateur un petit peu. Oui, c'est parce que, attends, mais là, je vais demander à Valérie de te mettre plein écran. C'est-tu ta veste, ta vieille veste de RDS? Oui, monsieur. C'est-tu, à soir, faites-vous une autre soirée vintage? Non, c'est que aujourd'hui, Martin, le 28 mars, il y a 33 ans, jour pour jour, un jeune stagiaire du cégep de Jonquière arrivait dans la salle des nouvelles de RDS, plein d'ambition, rêvait de devenir journaliste sportif, comme il avait toujours souhaité quand il était tout petit bonhomme. Alors, c'est 33 ans aujourd'hui, c'est ma date à chaque année de mon stage. Je n'étais pas encore un employé, j'étais un stagiaire et j'avais été accueilli dans la salle des nouvelles RDS. Puis je voulais saluer Daniel Aucoin, qui était un rédacteur à l'époque, qui est celui qui m'a donné mon premier training. Alors aujourd'hui, parce que je suis là le 28 mars, j'ai dit, plutôt que de mettre 4 chandails, je vais en mettre juste 3, puis je vais sortir mon vieux veston qu'on faisait faire chez le tailleur Louis et André sur la rue Mont-Royal à l'époque. Alors, il est accroché là. Pose-moi pas la question, je ne rentre plus dedans, si c'est ça que tu veux savoir également. Mais il est encore là, puis alors c'était un petit clin d'œil aujourd'hui, puis je me considère toujours aussi privilégié, 33 ans plus tard, d'être dans cette merveilleuse équipe de RDS. Voilà donc pour le petit côté nostalgique du jour. Je vais faire mes salutations tout de suite pour rentrer Marc, parce que là, on va avoir du plaisir avec ça dans 2 secondes, j'en suis certain, Marc et moi. Salutations aujourd'hui aux collectionneurs de cartes. Je sais qu'il y a un engouement pour les cartes de ce temps-là, puis de ce temps-là, j'ai l'impression que ça a comme repris. Moi, j'ai encore mes vieilles cartes avec mes vieilles OPC, là, où c'est qu'un gardien de but, pour moi, une belle carte de gardien de but, c'est un gardien de but qui fait le tour de la glace avec sa serviette autour du cou. Salutations aux collectionneurs de cartes. Moi, j'ai eu des cartes de Grease, j'ai eu des cartes à peu près de tout ce qui existe dans la vie. Donc, il y en a beaucoup qui suivent ça, des cartes d'F1 et des cartes de tout dans la vie. Donc, salutations aux collectionneurs de cartes. Valérie, rentre-moi Marc Denis, qu'on se remémore de vieux souvenirs de notre adolescence, parce que voilà 33 ans, nous étions, Marc et moi, adolescents. Et de voir les Stéphane Leroux et de voir ce vieux logo-là avec Chantal, ça nous rappelle notre adolescence, là où on s'assoyait devant Sport 30, à l'écouter en reprise. Ça commençait à 2 h du matin quand on était ado, puis on avait sorti à la fin de semaine. Je me souviens même des premières entrevues de Marc Denis au championnat mondial junior, où on savait déjà qu'elle allait être des médias, puis ces entrevues-là, il les a faites avec Steph Leroux. Dis-moi que ça te rappelle. Il en avait fait avant ça. Marc. Il en avait fait avant ça. Avant le championnat du monde junior, on l'avait fait avec Marc. Puis oui, il était très bon. Puis j'ai déjà dit à Marc, puis je vais le répéter pour ceux qui ne savent pas, mais j'avais fait un reportage à l'époque. Marc, tu te souviens, puis je sais, on a déjà parlé, comment ça se fait que les gardiens au Québec sont tellement bons, parce qu'il y avait Marc Denis, Martin Biron, Jean-Sébastien Giguère qui étaient choisis en première ronde la même année. On ne verra plus jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Pour toutes les médias. Puis je me souviens... Marc Denis, à 18 ans, oui, effectivement, ils sont tous dans les médias. Marc Denis, à 18 ans, qui m'avait dit, vous savez, M. Leroux, c'est fini le temps où on envoie celui qui ne sait pas patiner aller gauler. Parce qu'avant, c'était ça, quand on était petit, tu ne sais pas jouer en avant, va gauler. Puis il dit, maintenant, on envoie des athlètes devant le filet. Puis moi, un kid de 18 ans, à l'époque, me dit ça dans un reportage, j'avais fait « wow ». Alors, c'était ça, Marc Denis, là, avec les Saguenay de Chicoutimi à l'époque. Alors, pas surpris de le voir là. Puis, mais arrêtez de me faire vieillir, par exemple. Quand vous dites que vous étiez des jeunes adolescents, aujourd'hui, on travaille tous ensemble. Ça me fait vieillir un petit peu. On est des collègues. On est des collègues, Steph, on collabore ensemble aujourd'hui, mais c'est vrai pareil. Écoute, regarde, il y a 33 ans, moi, j'en avais 13, 12, 13 à peine. Alors, c'est vrai ce que Steph dit. Puis,
on se donnait, écoute, c'est à une autre époque, mais disons que les fins de semaine, quand on avait congé, on regardait le Sport 30 de fin de soirée à 11h avant d'aller chercher les chums puis de sortir en ville. Tu sais, c'était ça, pareil. C'était ça la réalité. Puis c'était les moments où on voyait les faits saillants. C'était pas comme aujourd'hui, des matchs juniors à Sport 30. Puis, oui, absolument. Fait que, non, de très bons souvenirs. Puis bravo, Steph. Surtout bravo. Félicitations. Merci. La durabilité, la longévité, là, de rester pertinent pendant aussi longtemps, c'est une grande qualité qui se perd. Aujourd'hui, une des grandes qualités, c'est juste d'être là, c'est de se présenter. Puis toi, Steph, là, c'est pas compliqué. Tu es là jour après jour, soir après soir. Fait que chapeau. Puis on l'a porté, le veston, là, qui ressemble à celui qui est au-dessus de ta tête un peu plus tôt cette année dans une soirée vintage. Puis on a eu beaucoup de bons commentaires. D'ailleurs, les gens sont très attachés à ce symbole très fort. Oui. Les petits points jaunes, là, le premier slogan dans le feu de l'action RDS, quand ça a ouvert, moi, le 1er septembre 89, j'étais encore à Jonquière, j'étais un étudiant, mais je savais déjà à ce moment-là que j'avais été accepté en stage pour m'en venir à RDS quelques mois plus tard. Alors, c'était... Écoute, je regardais le premier bulletin là, avec Chantal, Serge Delonchamp à l'époque, qui avait été le premier lecteur de Sport 30. Puis ça a fait partie. On a grandi avec ça, puis c'est pour ça que les gens, tu sais, à RDS, c'est un peu comme ton animal de compagnie, tu sais, qui t'a accompagné toutes ces années-là. Alors, ça reste encore aujourd'hui très, très marquant pour surtout les plus vieux, les plus jeunes aussi. Il y a d'autres choix aujourd'hui, tu sais. RDS n'est plus seul comme à l'époque. Mais il reste que pour les plus vieux, tu sais, RDS a été le... Hey, OK, ça fait la nostalgie, là. Merci, je voulais le souligner, c'est tout, là, mais je voulais juste expliquer pourquoi j'avais pas un 4 chandail en arrière. Alors, Marc, on s'est parlé un peu tantôt, puis je t'ai posé la question, est-ce qu'en envoyant Kovacevic puis Pezzetta en tir de barrage, Martin Saint-Louis ne le voulait pas, le deuxième point au classement? Parce qu'on le dit, hein, gagner jusqu'à un certain point, c'est correct. Perdre, pas trop souvent, mais jusqu'à un certain point, c'est correct. Puis tu as complètement refuté ma théorie, alors je veux que tu m'expliques ça. Tu étais à côté du banc. En fait, tu étais entre les deux bancs. Tu ne pouvais pas être mieux placé là, pour comprendre ce qui se passait dans le choix des tireurs en tir de barrage. Oui, réfuter ta théorie, écoute, moi, je dirais plus répondre à l'interrogation parce que c'est très légitime et plusieurs gens se la posent la question depuis le match d'hier. Moi, ce que j'ai vu hier, puis je l'ai dit en ondes, j'ai vu une équipe qui s'amusait et une autre équipe qui était beaucoup trop nerveuse pour remporter un match qui était si important. Les Sabres n'ont peut-être pas la maturité pour être rendus là, puis on y reviendra si tu le veux bien, mais moi, je n'ai rien vu de mal dans la sélection et les choix de Martin Saint-Louis. Allez, on peut regarder aussi la formation ensemble si vous le voulez, là. Peut-être Hoffman, Raphaël Harvey-Pinard, qui auraient pu être des bons choix, mais ce pas tous les meilleurs joueurs. Ce pas les joueurs les plus offensifs qui sont nécessairement bons lors d'un concours d'échappée. Il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Puis deuxièmement, les choix, je vais appeler ça les choix safe, les choix logiques, les choix d'expérience, les Suzuki, les Drouin ont été envoyés très tôt dans la séance de tir de barrage. Par la suite, bien, tu sais, on s'est rendu au 12e tireur hier. Dans un match, comme tu le mentionnes, qui au classement général, bien honnêtement, pour le Canadien, n'a pas cet impact-là. Mais moi, je voyais au fur et à mesure que le match progressait, une équipe qui était incapable de protéger les devants, qui criait après les arbitres, qui avait beaucoup de difficultés à contrôler ses émotions. Puis je parle de Don Granato puis d'une jeune équipe des Sabres de Buffalo, qui savait que le moindre point perdu devenait tragique pour la suite des choses parce qu'on s'accroche aux minces espoirs de participer aux séries éliminatoires. Puis de l'autre bord, moi, je voyais un club qui était engagé, qui s'en faisait pas avec le tableau indicateur au classement général, mais qui s'amusait dans ce match-là avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui, puis de façon spectaculaire. Fait que moi, j'ai pas vu ni de mauvaise sélection, ni de manque de respect non plus dans ce cas-là. Puis là, quand je te dis on va y revenir, Steph, c'est que moi, là, dans ma carrière, malheureusement, j'ai fait trop souvent partie d'équipes qui ont été éliminées. À Columbus, à Tampa, c'était pas les belles années. Puis la réalité, c'est qu'en fin de saison, on en battait toujours des équipes qui se battaient pour leur vie parce que nous autres, on jouait sans cette pression-là. C'est-à-dire, on jouait très libéré. Tu sais, on jouait pour notre futur personnel, professionnel de notre équipe, les coéquipiers. On jouait pas pour une force extérieure qui est le classement général ou une place en série, puis on réussissait toujours à battre ces équipes-là. C'est un phénomène... écoute, peut-être que Guy Boucher nous expliquerait la science derrière tout ça, mais c'est un phénomène qui est dur à expliquer, mais qui se produit année après année. Marc-André Dumont qui nous écoute en ce moment, il dit « On veut que Steph l'essaye, le veston. On ne croit pas que ça ne fit pas. » Peut-être que d'ici la fin de l'émission. On va pas là. On va pas là. Salut au chum, Marc-André Dumont. Marc, il y a un détail, puis j'ai tellement aimé
dans le reportage, puis tu sais, ton positionnement avec Ray à côté de toi, tu as dit à un moment donné, il y a une équipe qui est stressée à côté. On ne pouvait pas plus se sentir puis voir, puis comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Kirby Dach n'a pas été envoyé parce qu'il a été envoyé au vestiaire, je ne me trompe pas, tu me corriges si je me trompe. Fait que ça faisait un autre élément offensif qui n'était pas disponible. Même quand Ilonen est arrivé, je fais pourquoi Ilonen? Puis là, je me dis, bon, ben. Puis là, en plus, il marque, mais à retardement. Fait que j'ai vraiment fait tais-toi sans dessin. Mais c'est vrai que ça regroupe les troupes. Mais si le Canadien est dans une course aux séries éliminatoires, un, ils n'ont pas cette formation-là. Puis deux, pas certain qu'on va dans Kovacevic, mettons. On va peut-être pas dans ces choix-là. Est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas? C'est comme je vous dis, c'est. Là, même l'analyste en moi, là, fait que, tu sais, les gérants de salon, là, faisons attention. OK? Je vais faire une mise en garde parce que même les gars comme moi qui. Tu sais, moi, je vois beaucoup d'entraînements matinaux. Je vois énormément d'entraînements, les journées de pratique pendant le camp d'entraînement. Je les vois à peu près tous parce que je veux me familiariser. Mais pendant la saison, je ne suis pas là à tous les entraînements et à tous les jours. En fait, il n'y a personne qui est là à tous les jours. Et donc, bien, il y a des infos qui nous manquent. On ne le voit pas, on ne le sait pas nécessairement. Et les joueurs qui sont bons lors d'échapper. Tu sais, Michael Pezzetta, là, il a scoré 25 buts sa dernière année junior. Là. Les gars qui jouent sur la 4e ligne, ils acceptent volontiers un rôle qui est différent pour être capable de jouer de 6 à 12 minutes. C'est à peu près ça, là, le temps maximum d'une 4e ligne dans la Ligue nationale. Pour jouer de 6 à 12 minutes. Donc, vont être plus robustes, vont bloquer des tirs, vont être responsables défensivement. Ce sont tous des joueurs qui sont capables de jouer au hockey et qui ont connu du succès offensivement à un moment donné. Ce ne sont pas des vieillards, là. Donc, ces gars-là ont eu du succès récemment. Fait que moi, il n'y a jamais de mauvais choix, mais tu vas bien le souligner aussi. C'est clair que tu n'as pas la même formation si tu te bats pour une place en série. Les choix sont peut-être différents aussi, mais c'est un concours d'habileté, là. C'est un concours d'habileté où l'équipe qui avait le plus de fun, l'équipe qui avait le plus de plaisir sur le banc a été en mesure. Écoute, Jake Allen a complètement bouffé les tireurs des Sabres, puis on va tous s'entendre que les tireurs des Sabres étaient beaucoup plus talentueux en fait de groupe, là, puis de sélection au repêchage, puis tout ça, que le groupe de tireurs du Canadien. Mais pourtant, le Canadien a eu le dernier mot. Marc, il y a beaucoup été question aussi de... Là, je mets mes lunettes, je les enlève. Là, il y a 33 ans, je n'avais pas de lunettes, mais là, je n'ai pas le choix pour lire, puis tout ça. Alors, ça aussi, ça fait partie de... il y a beaucoup été question, Marc, de la célébration de Tiger Williams, de Michael Pezzetta. Les plus jeunes, évidemment, n'ont aucune idée c'est qui Tiger Williams, là, mais allez taper ça, vous allez voir que c'est 3964 minutes. 3964 minutes de punition en carrière dans la Ligue nationale. C'est un gars qui marquait des buts de façon occasionnelle. Et un soir comme ça, il s'est assis sur son hockey comme une sorcière sur son balai pour célébrer un but. Ça a fait évidemment manchette. Et là, Pezzetta fait ça hier. Oui, c'est ça. Là, il y a celui qui gagne, il dit avec raison, Martin, c'est juste parfait, puis on aime ça, mais est-ce que comment les Sabres de Buffalo ont trouvé ça, cette célébration-là? Marc, toi qui étais là hier, et qu'en penses-tu? Ben, moi, j'ai ressenti aucun malaise, ni du côté des joueurs du Canadien. Puis, du côté des Sabres, là, regardez-vous dans le miroir. Là. Ce match-là était à la portée des Sabres de Buffalo. Ils n'ont pas su, profiter, cette face-là, ça vaut 1000$. N'ont pas su profiter des grandes lacunes en zone neutre du Canadien qui n'a pas joué son plus grand match hier. Ils ont eu des occasions en fin de troisième période. Ils n'ont pas été capables de protéger une avance, même si leur gardien leur a donné une chance. Honnêtement, là, être les Sabres de Buffalo puis chialer contre la célébration ce matin, c'est le vieux monsieur dans les Simpsons qui crie après le soleil. Honnêtement. Puis puis ce matin, je m'amusais à regarder ça sur le web, Martin, puis Tiger Williams. Puis il y a Ty Domi qui a essayé de reproduire cette célébration-là aussi quand il jouait avec les Rangers. Sauf que lui, il avait choisi la célébration avec la pompe là, du bras en s'assoyant sur son bâton plutôt que de pointer vers les gens dans les estrades puis un peu partout. Fait que... Mais écoute, moi, je riais aux éclats hier. Je trouvais que c'était une façon parfaite de résumer en quelques temps là, la saison du Canadien. Pourquoi cette équipe-là est 28e puis qu'elle nous donne des matchs divertissants, qu'elle est engagée comme ça? C'est pour des raisons comme celle-là. Moi, je le voyais comme ça. C'est clair que je le vois plus d'un angle de télédiffusion des matchs du Canadien. Mais pour les Sabres de Buffalo, puis je suis à côté de Rob Ray. Rob Ray, là, c'est un vieux tough traditionnel. C'est sûr que la célébration en tant que telle, pas sûr qu'il l'a aimé.
Mais c'était le premier à dire, il me disait après la deuxième période, si on joue contre une équipe qui a moindrement de talent, on se fait sortir ce soir, on n'est pas là, c'est un match qui est tellement important. Eux n'avaient pas joué depuis samedi, ils ne jouaient pas avant vendredi, ils étaient reposés, ils sont à domicile, ils venaient de gagner des gros matchs contre les Devils et les Islanders pour se remettre dans une course. Puis la défaite d'hier, il va probablement leur faire très mal, même si, en tout cas, les Panthers non plus n'ont pas l'air à vouloir y tenir à une place en séries éliminatoires. Donc, ben voilà pour les Sabres de Buffalo. Alors moi, là, je vois pas grand problème, honnêtement, dans cette saison-là du Canadien. Tout ce qui s'est déroulé hier, puis je vois certainement pas de malaise dans toute cette situation-là. Marc, deux petites choses, puis avant d'enchaîner sur peut-être Caden Primo, là, qui va être dans le filet ce soir. Ouais. Je me souviens que l'ancien entraîneur de l'Impact, Valerio Gazzola, disait, lorsqu'il arrivait les fameux tirs de barrage au soccer, qui font encore plus partie peut-être de la culture de ce sport-là, il y a des joueurs qui me disent « Coach, je veux pas y aller. Coach, je veux pas y aller, je me sens pas en confiance. » Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé hier, là, mais ça donne une idée un peu sur des fois, le choix de un. Oui, exactement. Puis l'autre chose aussi, puis merci à une spectatrice qui nous écoute, Isabelle, qui dit « Je vais toujours me souvenir que Wayne Gretzky n'a pas été choisi pour aller tirer en confrontation lors des Jeux olympiques en 98. Ah ouais. Alors, c'est un sujet qui est toujours un peu polarisant dans une situation plus critique. Là, on s'entend qu'hier, c'était critique d'un côté, mais pas tellement de l'autre. Mais juste pour mettre une parenthèse. Mais je peux t'en parler, Steph. Si tu veux. Oui. Oui, je peux t'en parler, puis ça me fait plaisir parce que, tu sais, historiquement, moi, j'ai vécu les deux, là, tout d'abord. Là. J'étais un des gardiens numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey quand les tirs de barrage sont arrivés. Alors, j'ai vécu les deux, puis je peux pas dire que j'étais le meilleur gardien face aux échappés dans les matchs, mais quand j'ai réalisé qu'il y avait un point qui était disponible pour un concours d'habileté après, là, je sortais complètement de mon personnage. L'athlète que j'étais, là, immuable, gardien numéro 1, qui va être contagieux de la bonne façon, positif, intense, très concentré, devenait beaucoup plus exubérant lors des séances de tir de barrage. Je m'amusais avec les tireurs. Quand je faisais face à Ovechkin, je partais avec mon gant directement dans le haut du filet pour pas qu'il tire là, pour lui dire « Vas-y, essaie de me battre là ». J'avais une approche beaucoup plus agressive, exubérante. Je célébrais mes arrêts comme un joueur célèbre un but parce que je savais que ça n'avait rien à voir avec le hockey. Alors, c'est clair que on pourrait débattre jusqu'à demain matin. Là. Je l'enverrai probablement Gretzky parce qu'il a le talent, mais c'est autre chose complètement. C'est autre chose complètement que de jouer au hockey. Tu sais, toute la passion, là, tu ne peux pas travailler plus fort d'une séance de tir de barrage. Tu ne peux pas patiner plus vite, à moins que tu changes ton rythme là, pour déstabiliser le gardien, mais tu ne peux pas patiner plus vite, tirer plus fort, frapper plus fort. C'est pas une bataille à un contre un, c'est un concours d'habileté, une lecture, une confiance. Puis si tu arrives là pas en confiance, tu as beau être un des meilleurs joueurs, le gardien de but, comme Jake Allen l'a fait hier, va tout simplement te dominer psychologiquement et avoir le dessus. Alors, c'est une situation qui est complètement différente de tout ce qui se fait. Et là, on peut même ajouter une couche, parce que tu en as parlé. Ben oui, au soccer, au foot, ça fait partie des mœurs, alors qu'au hockey, c'est relativement nouveau. Là. C'est dans les 2 dernières décennies, peut-être les 3 dernières décennies. Là, maintenant, je vais me vieillir moi aussi, là, avec les cheveux gris sur les tempes, là, mais c'est peut-être dans les 2-3 dernières décennies qu'on a vu l'arrivée des tirs de barrage pour décider de l'issue d'un match. Des salutations à des gens qui prennent la peine de nous écrire. Et là, j'espère que je vais vous faire rire. Martin Hendricks, Johnny Brou. J'aurais peut-être m'acheter des lunettes. Bou également, Yvon O'Connor, Léona, une régulière également, Phil Leblanc, qui est très drôle souvent. Mais là, je veux vous lire un échange sur rds.ca. Au sujet de Stéphane Leroux. Guillaume Levasseur. On parle de Stéphane et on dit que le fils, Jasmin, a du Stéphane dans le nez. Il y a Guillaume Levasseur qui dit « Je suis surpris que Jasmin travaille au hockey seulement. Quand j'ai croisé à Jonquière en 2012, il était un gros fan de baseball. Tel père, tel fils. » D'ailleurs, Jasmin a remplacé Alain. Il fait du baseball, du soccer, du football puis du hockey. Okay. Bon, déjà, tu vois, il le défend. Là. Sylvain Véraud répond « D'accord avec toi. Jasmin est CR, 3 petits points. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, il a du père dans le nez. Et qui n'apparaît pas sur nos pages de On Jase? Jasmin Leroux. Merci beaucoup, vous êtes vraiment gentil. Et Jasmin prend la peine de remercier les gens. Je sais que
dans le business, c'est rare que tu veux dire que tu écoutes des collègues. As-tu écouté mon show? Ah, j'ai pas écouté, pas le temps, trop occupé. Là. C'est comme ça dans le business. Puis de savoir des Steph Leroux qui écoutent souvent au jazz, ils vont me texter pendant le show. Marc-André Dumont l'a fait tantôt, puis de voir que Jasmin est sur nos pages également, ça fait plaisir. Donc, papa, fiston est sur nos pages, puis il est fier de toi. C'est juste ça que je voulais dire. Puis il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Il est très bon, Jasmin. Puis Steph, des fois, il vient tanner parce qu'il dit coudon, t'as-tu joué avec tout le monde, toi? Parce que je le texte des fois quand ils font des matchs du Rocket. Puis là, je vais dire, hey, Kevin Denis, t'es écœurant, c'est le coach à UTK, Puis là, il dit, t'as-tu joué avec tout le monde? Puis après ça, Steph, lui, il me répond quand on est en onde, des fois, Pierre et moi. Puis là, on dit, notre encyclopédie nous a répondu parce qu'on a des notes, là, vous le savez, là, on se prépare là, tous les matchs, on a nos notes, mais des fois, il y a un petit élément que Steph a vécu avec un joueur à quelque part, puis il va nous le souligner, puis on le transmet aux téléspectateurs. C'est la beauté de la rapidité aujourd'hui, tu sais, avec les médias sociaux, tu sais, ça arrivait des fois. Puis même quand Jasmin était plus jeune, des fois, Jasmin, il devait avoir, je sais pas, 10 ans, tu sais, puis on regardait le hockey le samedi soir avec Marc, puis tout ça. Puis là, il se passait quelque chose, puis je textais soit les gars directement en ondes ou le producteur Martin dans le camion, Martin Brière, puis... 3 minutes après, les gars en parlant en ondes, ça s'était rendu. Je disais à Jasmin, en blague, as-tu vu ça? On contrôle la game dans notre salon le samedi soir. C'est ça le hockey interactif. Exact. Puis tu sais, je pense que c'est pas partout non plus. Un RDS, on est là pour... je vais dire ça de même, donner de l'info à nos chums. On n'est pas là pour pas leur donner parce qu'on veut l'avoir pour nous autres. Si on peut aider des amis qui sont en ondes, c'est tout le temps fait. Donc, salutations à tout ce beau monde qui nous écoute. Je vais rester dans le père-fils, les gars. Caden Primo, petit lien ici, va jouer ce soir contre les Flyers. Caden, qui est le fils de Keith Primo, un ancien des Flyers. Au début, je trouvais ça un peu bizarre parce que je me dis, il enlève un gardien de but qui est en train d'essayer d'aider le Rocket. Et curieusement, le Rocket, qui joue d'habitude les mercredis, les vendredis, les samedis, les dimanches, joue mardi, joue le même soir qu'on a rappelé Primo. Fait que ça, je trouvais ça un peu bizarre. Sauf que le Canadien sur un 3-4, fait que ça peut peut-être dire, je vais en profiter pour rappeler Primo. Hier, on apprenait par l'ami Friolet que Primo est arrivé à Philadelphie pendant le match face aux Sabres de Buffalo. Marc, qu'est-ce que tu penses de ce rappel-là de Caden Primo alors que le Rocket se bat pour une place en série? Dans tous les petits détails techniques, là, je peux peut-être vous expliquer brièvement. Comme Pierre et moi, on est les deux seuls de RDS à être sur l'avion d'Élysée du Canadien. On a envoyé dans 2 villes là, qui sont dures à rejoindre avec des vols directs depuis Montréal, là, Buffalo et Philadelphie. On a envoyé 2 groupes complètement différents, l'un à Buffalo, l'autre à Philadelphie. Fait que toute notre équipe se dirigeait hier entre Montréal et Philadelphie. Et donc, Patrick Friolet a croisé soit dans un vol entre Toronto et Philadelphie, soit à l'aéroport de Philadelphie, Caden Primo. Ça a vendu la mèche un peu. Le Canadien voulait peut-être attendre après le match pour souligner le rappel et le départ de Primo pour aujourd'hui. Puis là, ils ont été obligés un peu de précipiter les choses. Bon, ça, c'est la beauté de l'affaire. Maintenant, écoute, je vais inviter les gens à venir nous rejoindre sur le web dans pas grand temps, là, pendant la pause, puis je vais donner le fond de ma pensée. Mais moi, je vais tout simplement vous dire qu'on voulait des réponses en ce qui a trait à Caden Primo. Puis on commençait à manquer de temps. Il ne reste que 8 matchs, incluant celui de ce soir, qui est un 2e en 24 heures pour le Canadien. Puis avec Caden Primo, qui devra passer par le balotage de la saison prochaine et un contrat à sens unique, à un seul volet, on doit avoir des réponses avant de prendre plus de décisions du côté du Canadien et qu'on entre dans l'entre-saison. Voilà la première partie de ma réponse, puis la deuxième, sur le web. Bon, alors on va inviter les gens à continuer à nous suivre sur le web. Petite pause télé, on continue dans quelques instants. Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort. Bon, Martin qui rit encore de moi avec mon enchaînement pour la pause puis tout ça, mais c'est correct, je l'assume. Marc, dans la même puis là, c'est pas parce que je voulais... veux bien. Ouais, attends un peu. Vas-y, Steph, 2 secondes. Là. Puis là, c'est pas parce que je voulais me cacher sur le web, c'est parce que j'avais pas de temps de donner le fond de ma pensée, mais je vais quand même le donner. Puis l'autre chose que je vais vous dire, puis là, Steph, je sais pas si ça va te faire plaisir, puis tu sais, j'aimerais ça t'entendre réagir là-dessus aussi parce que tu suis le Rocket de façon beaucoup plus serrée que moi. Jusqu'à maintenant, la direction du Canadien, la nouvelle direction du Canadien, n'a pas fait beaucoup de faux pas. On pourrait même dire qu'ils n'en ont pas fait. Mais il y a certaines choses qui ne se sont pas réalisées encore, comme de créer de l'espace sous le plafond salarial avec le grand club, mais aussi, je ne crois pas qu'on traite encore, en tout cas, c'est pas arrivé. Puis peut-être que c'est parce que ça va arriver quand il va y avoir plus de bons jeunes joueurs et de bons espoirs de la Ligue nationale de hockey, mais on ne traite pas encore le club de la Ligue américaine comme un outil de développement optimal jusqu'à maintenant.
Je dis pas que c'est un manque de respect, parce que le Rocket de Laval est dans une course pour tenter de faire les séries. Jusqu'à présent, là, en date d'aujourd'hui, ils sont un peu à l'extérieur des séries du portrait. Mais quand on traite cette équipe-là comme étant un outil optimal de développement, bien, on lui donne les outils pour arriver à ses fins. C'est sûr qu'il y a une tonne de facteurs, dont les blessures, qui n'ont certainement pas aidé. Non, c'est sûr que les blessures n'ont pas aidé, Marc, mais je comprends ton point là-dessus. Puis Jean-François Houle, des fois, tu as l'impression qu'il est un peu tout seul dans la barque puis qu'il essaie. Puis c'est dommage parce que, honnêtement, il y a du monde à Laval. Il y a une ambiance extraordinaire. Depuis le début du mois de décembre, c'est 8000 de moyenne par match. Même les jours de semaine, il y a du monde. C'est vraiment le fun. Je souhaite de tout cœur que pour les 3 prochains matchs sur la route, le Rocket parvienne à tout le moins à se garder proche d'une place en série parce que 4 des 5 derniers matchs sont à domicile après, à compter de vendredi, là, le 7 avril. C'est le mandat. Puis ce soir, ben, on va faire confiance à Kevin Poulin qui revient. Puis il n'a pas joué beaucoup, Kevin Poulin, là, depuis à peu près un mois et demi parce qu'il a été blessé. Puis Primo jouait tous les matchs. Je veux bien tout ça, Caden Primo, pour revenir à ce sujet-là ce soir. Est-ce que c'est pas aussi une belle occasion? Puis je suis pas en train de dire que parce que Primo est là ce soir, le Canadien va perdre, loin de là, parce que c'est un bon gardien puis il peut gagner. Mais tu sais, tu joues contre les Flyers qui sont un point en avant, puis l'Arizona qui est pas loin en avant aussi. Tu gagnes ce soir, tu gagnes 2 rangs là, dans le fameux classement général que tu veux pas trop monter parce que tu espères garder la position où on est en ce moment, le 28. Mais tu sais, perdre contre Philadelphie ce soir, ça serait probablement dans la définition de ce que Kent Hughes avait dit, gagner jusqu'à un certain point, puis perdre, c'est pas trop bon, mais jusqu'à un certain point. Est-ce que ça aussi, tu sais, il y a l'aspect Philadelphie, Primo, là, qui est originaire de là, puis tout ça, je comprends, mais en même temps, si tu as 2 points à perdre dans le voyage, aussi bien que ce soit ce soir contre les Flyers, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, certains diraient même que c'est un match de 4 points, mais de 4 points à l'envers. Oui, c'est vrai. 26, 27, 28, là. Tu sais, on va tenir certaines choses pour acquis. Là. 26, 27, 28, c'est là où le Canadien va finir. 10 points d'avance sur les Ducks d'Anaheim, je crois, qui se retrouvent en ce moment au 29e rang. 29, 30, 31, 32, oubliez ça. Columbus, San Jose, ça va finir derrière le Canadien. Les 3 clubs que je vous parle, 26, 27, 28, les Flyers viennent de gagner 4 des 5 derniers matchs. Ils ont récolté 9 points sur une possibilité de 10. André Tourigny fait des petits miracles avec les Coyotes de l'Arizona qui jouent très bien, qui ont donné beaucoup de fil à retordre hier aux Oilers d'Edmonton. Puis le Canadien se débrouille quand même bien parce que c'est une équipe engagée. Donc, tu as 3 clubs qui jouent bien, qui ne veulent pas nécessairement montrer au classement. Tu sais, puis Steph, quand on enlève, c'est correct là, parce que moi, le premier, je suis le Canadien principalement à raison de 60 matchs, plus les matchs de pré-saison, puis l'actualité tous les jours. Mais quand on regarde ailleurs, on arrive ici à Philadelphie, puis on se rend compte que leur meilleur attaquant, Tyson Foerster, à quelques heures du match contre le Canadien, bien, on l'a renvoyé dans la Ligue américaine. C'est pareil comme si on prenait Raphaël Harvey-Pinard et on le renvoyait dans la Ligue américaine après son tour du chapeau parce qu'on dit on aime mieux qu'elle vive la fin de saison à Lehigh Valley. On aime mieux qu'elle aide l'équipe à Yann Laperrière pour confirmer sa place en série. On veut pas qu'il soit ici. Puis John Tortorella a même dit, mais on a une réponse. On le sait qu'il va être ici l'année prochaine, mais là, pour l'instant, c'est mieux pas. On a fait la même chose avec Egor Zemula, je pense que c'est le nom, un défenseur, le meilleur défenseur de Lehigh Valley, qui jouait bien ici avec les Flyers aussi. Ce soir, on va en habiller 7. Donc, il n'y a pas juste à Montréal où ces expériences-là se font. Puis, les équipes qui sont dans une course aux séries ne peuvent pas se permettre de faire ça. Là, je parle du point de vue de la Ligue nationale de hockey. Ils ne peuvent pas se permettre ce genre d'expérience-là pour avoir plus de réponses. Donc, on ne peut pas non plus jeter la pierre. Si tu n'es pas capable de faire ce type d'expérience-là quand ton club des ligues majeures est à l'extérieur d'une course en série, tu vas les faire quand? Fait que moi, Caden Primo, dans l'ordre des choses, je vais dire qu'il a été victime. Victime des escouades de réserve, là, Taxi Squad, victime de la pandémie, victime du fait que le Canadien n'a pas attaché assez d'importance à cette position-là, n'a pas permis à un jeune gardien de se développer parce qu'ils ont toujours eu juste 3 gardiens de but sous contrat. Alors, tu étais obligé de rappeler Primo pour l'asseoir au bout du banc ou comme 3e gardien, à la place d'avoir, exemple, signer un gars comme Kevin Poulin, que tu ramènes, tu redescends, tu ne fais pas jouer, que c'est pas grave, il est dans la trentaine, puis il n'est pas dans tes plans futurs. Fait que ça, je vais le reprocher cependant aux Canadiens de Montréal. Pas mal plus que le fait de choisir ce soir pour donner un départ à Caden Primo, qui devrait être motivé alors qu'il va être effectivement chez lui alors qu'il affronte les Flyers. Juste avant qu'on ramène les gens de la télé, un petit mot sur Kirby Dach qui a quitté le match d'hier. Aussitôt arrivé, est-ce qu'il pourrait rater, selon toi, le match de ce soir? Il n'y aura pas d'entraînement, disponibilité média seulement à 17h.
sais, moi, je me dis, si, en guillemets, vendu le double échec, parce que il n'y avait pas de bâton, là, c'était avec les points qui s'est fait pousser à terre, le spotter l'a peut-être sorti, puis il n'y a rien de grave là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Tu étais là, toi? Oui, je ne le sais pas non plus, puis on n'aura pas de nouvelles avant 17h ce soir. Ce matin, Sean Farrell, qui était censé rejoindre l'équipe et s'entraîner, ne s'est pas entraîné. Pitlick et Wideman, qui sont les deux joueurs disponibles en santé, qui est laissé de côté, étaient sur la glace ce matin à l'Arena à Philadelphie. Moi, je ne me suis pas dirigé non plus. Alors, il y a peut-être une décision à prendre juste avant le match. On jase vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game. On est de retour et si vous me permettez, Marc et Stéphane, puis j'adore le sujet, fait que c'est sûr que je n'allais pas passer à côté. On va rentrer Guy Boucher. C'est Marc Denis qui a proposé comme sujet de discuter avec Guy. C'est les revirements qui ont lieu en zone neutre. Comment contrer, Marc? Puis si jamais je m'exprime mal ou je ne le résume pas assez bien, tu me corriges. Comment limiter ce nombre de revirements en zone neutre? Ouais, je vais juste mettre la table, si tu le veux bien, Guy. Salut, Guy, en passant. Puis je parlais avec Steph ce matin, puis un aspect qu'on a, on a volontairement négligé parce que le match est devenu très divertissant. Il y a eu un jeu de puissance en prolongation, puis là, on joue à 3 contre 3, donc ça faisait moins partie du jeu. Mais après 2 périodes hier, Guy, le Canadien avait commis 24 revirements en zone neutre. Et d'ordinaire, là, en moyenne, depuis le début de la saison, je vais faire des chiffrons, c'est 9 revirements. Donc, il y avait à peu près 3 fois plus de revirements commis par le Canadien hier en zone neutre qu'à l'habitude. Puis là, je parle après 2 périodes. La moyenne de 9, c'est sur 60 minutes en temps ordinaire. Donc, moi, ma question, c'était, tu sais, je suis capable de l'analyser, je l'ai vu, on l'a dit dans le match, Martin Saint-Louis l'a dit après la rencontre aussi. Mais c'est pas aussi simple que juste de dire aux gars, arrêtez de faire des passes du revers molle dans le centre. On a vu Matheson le faire, on a vu Gourianov le faire hier. Mais ça, à un moment donné, ça peut arriver. Même les meilleurs joueurs vont commettre ce genre d'erreur-là. Mais comment est-ce que systématiquement ou tactiquement, on peut empêcher son équipe ou on peut remédier à cette situation-là quand les revirements en zone neutre coulent ton équipe et t'empêchent de jouer dans tes forces, qui est la transition du côté du Canadien? Ben écoute, j'adore ta question parce que premièrement, je vous écoute depuis tantôt, puis ça tombait moins dans mes cordes. Là, c'est plus d'analyser la game sur la glace, fait que je suis pas mal content. Écoute, le premier problème que le Canadien a, comme toutes les équipes de bas de classement, c'est que, puis toutes les équipes qui vont vivre ça pendant plusieurs années, c'est qu'ils vivent du hockey sans pression. Et puis, tant que tu n'as pas de conséquences à tes revirements, donc perdre des matchs qui vont te coûter dans le classement, qui vont te coûter de faire les séries, bien, c'est très difficile vraiment de faire en sorte que tes joueurs, sur une base constante, adhèrent à éviter les revirements. Pourquoi? Bien parce que, par exemple, Martin Saint-Louis va privilégier d'essayer des choses. Ils sont jeunes, ils sont en développement, même les plus vieux, ils ne sont pas dans une position de gagner. Fait que je l'ai vécu, les mêmes joueurs vont avoir beaucoup de difficultés dans des contextes où il n'y a pas de pression à devenir bons, à ne pas faire des revirements. Parce que le revirement n'a pas d'impact vraiment sur la saison. Puis, regarde, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. C'est un petit peu comme quelqu'un qui joue au hockey sur PlayStation. Tu sais, que tu gagnes le match, que tu fasses des erreurs, ça n'a pas d'impact, tu pèses sur le bouton et tu recommences le match. Tu sais, c'est un peu ça, les équipes qui n'ont pas de pression. Puis j'écoutais le match aussi hier, puis je t'écoutais parler de pression. Ça se sentait du bord de Buffalo versus vraiment, le Canadien. Il n'y en avait aucun. Puis je sais exactement de quoi tu parles. Là. J'ai été des deux bords. Écoute, la minute que tu as de la pression, là, ça change tout complètement. C'est pas que tu n'as plus tes habilités, c'est qu'il y a une conséquence tellement néfaste si ça ne fonctionne pas, que tu restes pris avec le stress qui vient avec ça, l'anxiété qui vient avec ça, et le résultat qui aurait une conséquence néfaste. Fait que déjà là, le Canadien, Ottawa pendant les 6 dernières années, Buffalo, justement, pendant tellement longtemps, Edmonton pendant longtemps, c'est toujours ça le danger de la reconstruction à long terme. C'est que quand la reconstruction à long terme, habituellement, c'est parce que tu n'as pas de vétérans qui vont faire « Wow, t'as ma note, là. Tu peux pas te permettre ça. » Pas juste le coach qui te le dit. Mais le vétéran qui va dire « Hey, t'as ma note, là. Tu peux pas essayer de jouer entre les pattes, comme tu dis, une passe de revers en travers de la glace quand il reste X temps sur le tableau, et ainsi de suite. » Fait que la pression interne est beaucoup plus forte que la pression de l'entraîneur.
Et cette pression-là interne des vétérans, des leaders, des gars fiables, des gens qui ont de la maturité, c'est cette pression de cette masse-là, le pouvoir de la masse qui va faire en sorte qu'à la longue, tu vas devenir une équipe qui va être fiable. On voit que Ovechkin et son équipe vont être obligés de passer par là. T'aimes pas. Écoute, ils ont commencé à gagner quand justement, que ce soit Stamkos ou ce soit Kucherov, vont arrêter justement d'essayer tout le temps quelque chose en zone neutre. Rendu un playoff, ils n'étaient pas capables de traverser la zone neutre. Pourquoi? Parce que l'équipe adverse défendait tellement bien. Puis là, ils essayaient le Est-Ouest, puis entre les pattes, puis ça, revirement, par la série. Fait mais ça vient, en partie à cause de la pression. Donc, c'est des circonstances. Bon, deuxième affaire, c'est que là, il faut que tu regardes, c'est-tu des vrais revirements ou ce que j'appelle des faux revirements? Dans le sens que, si tu fais juste calculer le nombre de fois que ton équipe perd la rondelle en zone neutre, il faut que tu fasses attention, il faut que tu départages. Est-ce que c'est quelqu'un de ton équipe qui a la rondelle, qui rentre en zone neutre, soit à la ligne rouge, soit à la ligne bleue, essaie de déjouer, une mauvaise passe, ainsi de suite, puis un revirement? Ça, c'est clairement un revirement que j'appelle volontaire, versus tu es dans ta zone, tu fais un chip-out ou un flip, et là, c'est repris par l'adversaire, puis là, eux autres prennent la rondelle. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Dans le sens que quand tu sors de... Oui, vas-y, Martin. On en a parlé tantôt, Guy, parce que Marc, j'ai amené le sujet à Guy tantôt quand on jasait, je dis il y a un méchant bon sujet avec Marc. Moi, j'ai remarqué depuis Tampa et Boston le nombre de flips ou de chip-out pour faire lâcher la pression. Là. Alléger la pression, oui. Alléger la pression. Il est en énorme progression depuis Tampa et Boston la semaine passée. C'est fou, là. À quel point c'est drastique, à quel point il y a une augmentation au niveau du chip-out. Fait que c'est ce que je parlais à Guy, puis Guy dit c'est ça qu'il faut faire attention, puis là, il m'expliquait ce qu'il expliquait. Fait que ça se peut-tu qu'on ait amené quelque chose de nouveau dans la game, puis qu'on est en train de. Tu sais, c'est pas à point, mais on l'essaye, en plus de dire qu'on en fait plus. Bien, c'est parce que tu regardes l'équipe. C'est clair qu'hier. C'est clair qu'hier, ce qui faisait mal aux Canadiens, par exemple, ce qui faisait mal hier aux Canadiens, c'était les sorties de zone réussies qui se transformaient. En fait, qui ne se transformaient pas en entrée de territoire réussie de l'autre côté. Donc, on ne traversait pas la ligne, le territoire central. Ça, pour moi, ça fait beaucoup plus mal que alléger la pression, procéder soit à des changements ou après ça, se tourner en équipe qui est en échec avant. Bien, ça, c'est sûr que c'est plus efficace. Tu vas ralentir la transition de l'autre équipe, alors que le revirement, lui, il alimente carrément la transition de l'autre équipe. Ouais. C'est là que tu te fais surprendre avec des mauvais changements et ou des surnombres contre toi. Oui, puis si je peux me permettre de continuer dans cette veine-là, une fois que tu as établi qu'il y a X nombre de revirements qui sont dus à justement alléger la pression, qui aide le Canadien, parce que le Canadien, depuis le début de l'année dernière et l'année d'avant, ils n'ont pas des gros alliés. Il y a des alliés qui ont beaucoup de difficultés avec la pression des défenseurs. Donc, ils sont obligés régulièrement de se stretcher, pardonnez-moi l'anglais, d'étirer les ailiers pour sortir de la zone parce qu'ils restent pris ou ils sont obligés de flipper les ailiers gauchers-droitiers pour être capable de protéger la rondelle. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés avec ça. Donc, tu es obligé, finalement... mais des équipes comme Caroline, qui sont des experts de ça, quand il n'y a rien, on la met dans un endroit. Puis c'est là où je veux en revenir, c'est que je vais parler des vrais revirements. Donc, quand tu as la rondelle en zone neutre et que, j'appelle ça un revirement volontaire, c'est que tu as deux choses pour moi. Tu as le porteur du disque et tu as le non-porteur. Mais les deux, c'est un apprentissage, donc une maturité que tu dois atteindre avec le temps de comprendre est-ce que j'ai de l'espace et est-ce que mon coéquipier a de l'espace. Parce que si tu... C'est pour ça que c'est quoi le sens du hockey? Pour moi, c'est être capable de lire les espaces libres et de soit t'insérer dedans ou justement d'éviter de rester pris dans des souricières. Alors, tu as le porteur, lui, qu'il faut qu'il réalise, OK, j'ai de l'espace, parfait, je continue avec la rondelle. Je n'ai plus d'espace. J'ai un défenseur devant moi, j'ai un attaquant à côté. Alors, si je me mets à essayer de déjouer, faire une passe en travers, bien ça, c'est un mauvais sens du hockey. Et ça s'apprend. Quand les gens disent « Ah, le sens du hockey, ça ne s'apprend pas », je suis en complet désaccord avec ça. Mais complètement. Pourquoi? Parce que le sens du hockey, c'est d'apprendre à lire les espaces libres. Quand je vois un jeune qui s'en va direct sur un défenseur, puis a passé toute sa jeunesse à faire les écoles de hockey pour essayer de déjouer entre les pattes, faire des petits moves, puis t'es rendu qu'il y a à peu près 8 des moves qui fonctionnent dans le hockey professionnel et le hockey international, bien déjà là, tu viens d'enseigner aux jeunes,
de ne pas lire le jeu. Tu veux qu'il utilise ses habiletés individuelles. Bien là, tu t'en vas à l'encontre de ce que ça te prend primordialement dans le hockey professionnel et dans le hockey des hautes sphères. Alors, ça s'apprend définitivement autant dans la Ligue américaine, dans le junior que dans le national. Space hockey or no space hockey. Et plus la saison avance, moins il y a d'espace. Dans la série, il n'y en a pas. Il faut que tu deviennes une équipe, un joueur expert quand il n'y a pas d'espace. Alors, moi, j'ai la rondelle en zone neutre, je suis prêt à souricière. Elles sont où les espaces? Elles sont derrière le défenseur. Alors, c'est un moment que c'est pas un moment d'essayer une passe à travers 4 joueurs. C'est un moment de mettre la rondelle soit pour toi-même derrière le défenseur ou soit pour le non-porteur. C'est là que je parle du non-porteur. Lui aussi, il va avoir du sens du hockey. Lui aussi, il va aller les espaces libres. Il voit son coéquipier qui s'éloigne de lui puis qui s'en va dans un endroit où il n'y a pas d'espace, où il est entouré d'adversaires. C'est quoi le rôle du joueur en largeur? C'est de venir le supporter. Parce qu'un support en proximité va faire en sorte qu'il y a peut-être une petite passe de disponible. Si elle n'est pas disponible en support de côté ou par l'arrière ou par l'avant, ben elle va l'être indirectement derrière le défenseur. Où elle est quoi? Où elle est l'espace. Alors, c'est pour ça que là, ton support va être en mesure de récupérer la rondelle. Alors, le non-porteur doit apprendre à lire les espaces libres, mais aussi, et le porteur aussi. Les deux. Ça va de soi. Alors, c'est pour ça que, dépendamment de tes systèmes, dépendamment de ce que l'entraîneur demande, bien, des fois, ça va promouvoir ça, mais il y a d'autres moments donnés que non. Si on demande aux jeunes d'y aller, puis essayer des choses, bien, c'est sûr que tu vas en avoir une tonne de revirements. Parce qu'ils vont essayer des choses quand c'est pas le temps. Tu sais, un gars comme Slafkovský, pour moi, il y a énormément à apprendre là-dessus. C'est un gros bonhomme, il a une vitesse moyenne, continuellement en train de prendre la rondelle, puis il y a de l'espace en largeur, puis il va couper dans le milieu, il va aller directement sur les 3 joueurs adverses. Et ça, pour moi, c'est un revirement volontaire. Tu es attiré ce trouble-là. Fait que ça prend comme équipe. Et t'aimes pas, t'es obligé de le faire. Quand Kucherov a compris que je ne peux pas toujours faire des jeux, que je ne peux pas toujours forcer le jeu, ben ça va en arrière, on va passer à travers la zone neutre, puis on va se créer une pression en arrière. Et ça, c'est la maturité que toutes les équipes gagnantes ont dû faire. Mais pourquoi que Bergeron le fait depuis l'âge de 15-16 ans, puis les Crosby, puis les Kopitar, puis des joueurs, puis des Taves, ben c'est parce qu'il y a eu de la maturité avant les autres. Fait que je ne sais pas si je réponds à ta question, Marc. Ben oui. Ben, je pense que tu l'as répondu énormément. Bien, énormément. Puis moi, ce que j'aime, c'est l'approche des deux côtés. Il y a l'aspect psychologique, situationnel, de où se retrouve le Canadien, puis le genre de match qui joue sans pression. Puis il y a l'aspect, je vais l'appeler l'aspect tactique, mais il est technique aussi, là, dans le sens où le joueur doit prendre ses propres responsabilités également. Fait que, tu sais, c'est clair. Puis c'est exactement ce qu'on voyait hier dans le match. Puis j'ajouterais que c'est ce dont aussi les Sabres ont été coupables. Mais là-dessus, par exemple, c'est pas que je vous aime pas, là, mais il faut quand même me préparer pour le reste. Oui, c'est ça que j'allais dire. Marc, on va te laisser aller. Il y a un match ce soir, 19h, sur les ondes de RDS, Canadiens Flyers. Marc, encore une fois, comme le 24 février dernier, je faisais On jase, puis que tu étais là à Philadelphie, tu salues Lauren Hart pour moi ce soir. Chanceux. C'est vrai. C'est elle va vous faire une belle interprétation des hymnes nationaux. Tout le monde sait que c'est ma préférée. Alors, bonne soirée, Marc. On vous regarde ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là ce midi. Puis, lâche pas. T'es chanceux. Profite de la journée à Philadelphie. Marc, ce que je vais faire, je vais te donner une petite histoire de Steve Yzerman avec Scotty Bowman à propos justement de ça, les revirements. Fait que, mais c'est pas grave, tu l'écouteras. Je vais me connecter, là. Je vais me connecter. J'allume le volume sur mon écran témoin que je regarde là, du coin de l'œil depuis tantôt. Avec plaisir. Salut tout le monde. Bye. Allez, bye. Ciao, Marc. Bon match. Guy, parmi tes sujets que tu nous as proposés aujourd'hui, puis là, je ne suis pas sûr du sens que tu voulais parler, comment gagner? Ben, écoute, c'était à propos des Sabres ou c'était à propos de la célébration? C'était quoi au juste? Non, mais justement, c'est là que je veux en venir avec l'histoire de Steve Yzerman, puis c'est un lien direct avec les revirements. C'est que, tu sais, les gens disent « Ah, qu'est-ce qui est arrivé quand Scotty Bowman est arrivé à Détroit? » C'est que Steve Yzerman, c'est Steve Yzerman qui me compte ça. Puis corroboré par Bowman après, Scotty Bowman, parce qu'on est devenus des amis à Tampa, puis j'ai été chanceux. J'ai eu accès à lui. Et puis... tu sais, il gagnait. T'sais, Steve me disait, regarde, Guy, j'étais une vedette, puis je faisais des 50 buts, puis on ne gagnait pas rendu dans les séries. Puis quand Bowman est arrivé, puis il me contait que
Steve arrivait, puis même qu'il réussissait à rentrer dans la zone, ou qu'il ne réussisse pas qu'il y ait un revirement, il revenait sur le banc, là, puis Scotty Bowman faisait juste dire le mot « selfish ». Selfish. Puis, selfish en français, ça veut dire égoïste. Et puis Steve Eisenman, c'était jamais vu comme un gars égoïste. Puis écoute, ça le tapait ses nerfs, puis ça l'irritait, puis il comprenait pas. Puis il disait, à un moment donné, j'ai fini par comprendre, Guy, parce qu'à un moment donné, il a arrêté de me le dire, puis il m'a sacré sa 3e ligne. Fait que l'année qu'il a mis sa 3e ligne, il était centre sur la 3e ligne à Détroit. Et puis à ce moment-là, il a scoré, je pense, une affaire comme juste 14 buts. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est ça, dans toute l'année. Mais c'est là qu'ils ont commencé à gagner. Et puis, ce que Scotty Bowman faisait, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce que ça a été obligé d'être fait à Washington, à Tampa, c'est ce qu'on est en train de faire à Toronto, que ça s'améliore avec les Matthews et tout ça, ce qu'on essaye de faire avec Edmonton. C'est que tes super vedettes comprennent justement ce que j'expliquais tantôt. C'est que, oui, tu as des atouts, oui, tu as des habiletés au-delà des autres, sauf que si toi, tu choisis pas les moments pour les utiliser, les conséquences de ça sont pas juste les conséquences personnelles que ce que tu as essayé n'a pas fonctionné. C'est que c'est un revirement où le collectif va avoir mal, non seulement sur ce moment-là, parce que sur ce moment-là, ça se peut que tu te fasses scorer, ça se peut que non. Mais toi, tu es contagieux comme vedette, comme leader, comme capitaine. Si toi, tu te mets à jouer comme ça, tout le monde va te suivre. Alors, tu as d'autres, 95% de ton équipe qui n'a pas, si c'est pas 98, qui n'a pas tes habilités. Alors, si tout le monde se met à faire ça, ça va dire que tu as encore plus de revirements, parce que tu as encore moins de talent pour passer un défenseur à une ligne bleue, puis essayer de passer à travers les gars. Fait que là, ce qui arrive, c'est que c'est pas juste tes revirements, c'est que t'es contagieux. Là, c'est les revirements de toute ton équipe. Et c'est là que Steve Eisenman a compris qu'on avait beaucoup moins besoin de ses 50 buts, qu'on avait besoin de son inspiration à jouer de ce qu'on appelle de la bonne façon. Donc, dans les moments de pression où il n'y a pas d'espace, la rondelle, il faut qu'elle soit placée dans des espaces libres pour pas qu'il y ait de revirements, parce que les revirements, tu n'es jamais prêt à défendre. Tu sais, quand tu dis « Oh, on a mal défendu », 80% du temps, non, c'est pas vrai. C'est parce qu'on a eu un revirement en ligne bleue. Tout le monde t'en attaque. Fait que quand il y a un revirement, il n'y a personne qui est en train de défendre. Fait que tu es juste en train d'essayer de compenser, mais tu n'es pas placé défensivement. Tu te prendre de court. Ben oui, tu te fais prendre de court. Tu n'as pas le temps de te remettre. C'est pour ça que ces revirements-là sont mortels. Et pourquoi je vous parle de Steve Eisenman? C'est parce que c'est un des icônes, un des meilleurs joueurs, un des gars les plus offensifs de toute l'histoire nationale. Puis il a réussi à finir par gagner. Pourquoi? Quand lui a compris l'importance de ça, puis l'importance de sa contagion à lui sur les autres. Parce qu'en bout de ligne, comment tu fais pour avoir de l'identité? Il faut que la masse de tes joueurs, la majorité de tes joueurs jouent d'une façon. Moi, j'ai eu une fois, là, j'ai été fasciné. C'était Pete DeBoer qui coachait New Jersey. Puis ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Ils ont perdu là. Mais j'ai analysé tous les matchs qu'ils avaient eu parce que c'était pas une équipe qui était supposée se rendre là. Écoute, j'en revenais pas. Les 2 dernières séries avant la finale, 0 revirement à ligne bleue. Pas 3-4, là. 0. C'était une équipe engagée qui voulait gagner, pas individuellement réussir à traverser l'adversaire. Et puis c'est ça que McDavid, il est obligé d'apprendre éventuellement. Il a beau être beau, bien grand, fort, puis vite, puis toutes les mains du monde, mais quand tu arrives en série que tout le monde défend pour sa vie, là, tu passeras pas la grande majorité du temps. Donc, qu'est-ce qui arrive? Des revirements, puis des revirements, puis des revirements. Fait que ça fait partie de sa progression, au même titre qu'Ovechkin, au même titre que Stamkos, au même titre que Kucherov, puis tous ces gars-là. Alors, Steve Eisenman est devenu un gagnant. Apprendre à gagner, ça en fait grandement partie. Et c'est pour ça que je dis que le gros danger des équipes qui bâtissent à long terme, c'est qu'ils reproduisent ces mauvaises habitudes-là parce qu'ils n'ont pas de pression. Puis là, quand ça fait 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7 ans que tu joues de cette façon-là, tu peux pas switcher ça. Ottawa. Je parle pas d'équipe. Mais tu as beau avoir le talent que tu veux. C'est pas une question de talent. C'est une question d'habitude et d'engagement par rapport à ça. Vas-y, Steph, parce que moi, je l'ai dit, Ottawa, ça fait 3 ans, 2 ans, qu'ils jouent avec DJ Smith. Début de saison, ça ne marche pas alors qu'on dit que ça va. Puis là, les fins de saison, c'est tout feu, tout flamme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pression.
Mais quand vient le temps de gagner et de faire les sacrifices, il va peut-être prendre encore d'autres vétérans à ajouter à cette jeune équipe-là pour comprendre comment ça marche. Vas-y, Steph, excuse-moi. Ben écoute, j'écoutais Guy. Guy, quand il se met à parler de stratégie, puis de... Tu sais, quand il est arrivé tantôt avec Marc, il dit, vous n'étiez pas trop dans mon élément, mais là, on est arrivé dans son élément assez rapidement. Puis c'est sûr que va falloir, Guy, une fois, Guy, qu'on regarde un match ensemble. Je pense qu'on n'a jamais fait ça, là. Je veux voir ce que tu vois puis que je vois pas. Parce que c'est clair qu'il y a des choses que je vois pas quand je t'écoute parler. Ça serait très bon, Steph. Ça serait bon parce que moi, je regarde pas la game de la même façon, évidemment. Puis on a chacun... Tu sais, c'est la même affaire quand moi, je vais voir un match de hockey pour le couvrir pour mes bulletins de nouvelles. Qu'est-ce qui gagne, qu'est-ce qui perd? Un dépisteur qui va voir le match de hockey, puis il va voir le gars du 4e trio qui joue pas souvent, mais qui est un espoir de 16-17 ans, puis qui veut prendre des notes sur lui, comment il va réagir dans telle ou telle situation. Alors, on regarde pas la game de la même façon. Puis là, j'écoute Guy, tu sais... J'aurais jamais pensé compter combien de revirements les Devils avaient pu causer à la ligne bleue pendant une game dirigée par Pete DeBoer. Alors, tu sais, ça donne un autre son de cloche. C'est fascinant. Juste, Guy, j'aimerais ça t'entendre. Comment tu as trouvé ça, la célébration à la fin hier de Pezzetta? Attends, dans les circonstances, Guy, tu te bats pour une place en série, puis tout ça, mais dans les circonstances, tu es éliminé, il y a de l'enthousiasme dans ton équipe. Écoute. J'ai touché une corde sensible. Ben, c'est parce que, pour moi, je suis pour de l'enthousiasme. Regarde, ceux qui me connaissent, là, c'est clair que j'ai de l'émotion, puis regarde, dans mes équipes, tout ça, puis avec le Canadien, ce qui les sauve, c'est qu'il va y avoir certains enthousiasmes qui vont être créés par justement des moments comme ça. Puis, tu sais, on était chanceux pareil que Hervé Pinard monte, ça donne quelque chose. Fait que, tu sais, ça les aide à passer à travers un stretch extrêmement difficile jusqu'à la fin de l'année. Puis, tu sais, t'as des partisans entretenus, t'as du divertissement. C'est juste que moi, je suis un entraîneur. Hein? Fait que tu passes tout le temps à la prochaine étape, la prochaine fois que tu joues. La prochaine fois... Premièrement, moi, par rapport à n'importe quelle célébration, quand c'est un sport individuel pour moi, tu feras bien la célébration que tu veux. Quand c'est un sport d'équipe, pour moi, j'aime ça que tu t'en ailles vers ton équipe. Mais ça, c'est moi. Tu sais, quand un gars, moi, part, score un but, puis il fait la moitié de la glace pour aller sauter dans la vitre, ben moi, j'aime pas ça. Mais ça, je veux dire, il n'y a rien de mal, c'est pas la fin du monde, puis je blâme pas personne. Ça changera pas ma vie, moi, demain matin. Là. Fait, je rentre pas dans ces débats. C'est pas un débat pour moi. Ça sera bien ce que tu veux. Mais moi, j'étais un peu hier comme Belzile. Tu sais, quand Belzile a répondu, Belzile, il y a un côté leader, il y a un côté que tu penses en avance. Tu sais, fait que tu voyais là, que lui, il avait le goût de dire, garde, c'est correct, mais il aurait pu se garder une petite gêne. Moi, je suis content pour lui. C'est peut-être la seule fois qu'il va avoir un but en shootout. C'est juste que t'es à Buffalo, t'es dans le bas du classement, t'es pas en train de gagner la Coupe Stanley. Tu veux dire, c'est pas la game ultime là, qui va faire que tu passes dans les séries. T'es chez eux. J'aurais aimé ça qu'ils célèbrent, même s'ils célèbrent beaucoup. Je sais pas, tu t'en viens vers ton banc, tu pointes pas le monde des estrades. C'est correct, c'est pas la fin du monde. Ça soit sur le bâton, un balai de sorcière, peu importe, c'est correct. Moi, personnellement. Guy, merci. On va continuer sur le web. Merci pour les gens de la télé. Salutations à nos mères, Steph. Nos mères. Alors, Guy, t'aurais laissé faire Tiger Williams. Oui, Martin? Ouais, écoute, t'es dans une série, là, puis tu gagnes. Maintenant, je me rappelle Terrain Fleury, là, en série. Là. T'en gagnes une grosse, puis là, tu vires fou ben raide, puis là, tu pars, puis oui. Là, je comprends. À un moment donné, tu sais même plus quoi faire avec ton corps, là. OK, je comprends. Moi, c'est surtout une question de contexte. C'est plus ça. Tu sais, t'es dans la cave, là. Tu sais, t'es avec le Canadien. C'est ça, exact. C'est juste ça, là. Garde-toi une petite gêne de... C'est juste ça. Je dis pas, regarde, c'est la fin du monde. Là. C'est pas la fin. Regarde, les gars, ils célébreront comme ils veulent, mais même un but normal, je l'avais même dit à une couple de mes joueurs, une fois de temps en temps,
J'ai dit, tu sais, je suis vraiment content de ton but, c'est extraordinaire. Mais tu sais, le gars qui avait fait tout le travail, là, tu sais, le gars était juste sur le bord du but, il fait toucher à la rondelle par rentrer dans le but, puis là, tu pars, puis tu vas voir le monde dans les estrades avant d'aller voir le gars qui t'a fait la passe. Et ça, c'est moi. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Un sport d'équipe, je vais voir, c'est ça. Ça, c'est Nail Nail. Yakupov. C'est ça. C'est qui ça, c'était? Fail for Nail. Nail Yakupov, qui avait jamais rien gagné. C'est ça, là. Moi, là, je vais te le dire ce que j'aime moins. C'est le feeling de « regardez-moi ». Dans un sport d'équipe, dans un contexte d'équipe, « regardez-moi », ça me gosse. C'est juste ça. Fait que peu importe c'est quoi la célébration, tu feras bien ce que tu veux, mais j'aime moins le regardez-moi. Je te dirais pas qui, mais j'ai même un gars dans une série, à un moment donné, on gagne, puis tout le monde s'en va voir. C'est un gros match, puis on gagne ça par la peau des dents. Tout le monde part vers le gardien de but. Puis moi, je l'avais pas vu sur vidéo. Écoute, on l'a vu sur vidéo après, mon assistant dit « Viens voir ça, ça n'a pas de bon sens. » Ben lui, il est parti là bas. Puis il faisait le tour partout sur la glace. Puis il célébrait avec les partisans, mais il n'a même pas été encore voir le gardien. Il n'a même pas été encore célébré avec le reste de l'équipe. Que... On veut savoir c'est qui. L'équipe. L'équipe. Non, parce que quand je vais le dire, lui, il y a comme un... Comment t'appelles ça pour les seins, là? Halo au-dessus de la tête? Ouais, là, au-dessus de la tête? Ouais. C'est ça. Fait que, ils vont me faire fustiger, les mecs. C'est juste ça. Moi, c'est pas une question, tu célèbres-tu ou tu célèbres pas. C'est surtout une question je le sais! Tu dis rien, Martin Merci, Lemay. on en avait parlé. Non, on en avait parlé. OK, c'est une vieille conversation qu'on a déjà eue. Bon, ben écoute. C'est bon. Ding, ding, ding. La cloche vient de sonner. C'est juste ça. C'est juste ça. Moi, c'est pas une question. Regarde, à l'inverse, je regarde Dvorak, il score un but, puis je veux dire, on dirait que quelqu'un est mort. C'est pas mieux. Même Suzuki, c'est pas le plus exubérant quand il marque un but, un petit sourire, puis c'est tout, là. Puis, Ma fille, toute sa jeunesse, j'étais là, hey, t'as le droit de célébrer, là. T'as le droit de mettre les mots. Écoute, face de beurre. Moi, j'ai dit à un moment donné, je dis, moi, là, si tu scorais, là, puis tu montrais sûrement, je viendrais même pas te voir parce que t'as scoré. Fait que, tu sais, c'est pas que j'aime pas ça, mais la circonstance, pour moi, puis après ça, le concept d'équipe à travers cette célébration, pour moi, est important. C'est tout. C'est juste ça. Ouais, c'est de ta faute qu'elle célèbre pas parce que tu as dit les vrais. C'est ça, j'allais dire. C'est la faute du père ou de la faute de la mère? J'ai appris que c'est tout le temps la faute. Ouais, c'est ça. Hey, Guy, moi, je vais t'en poser une petite dernière. Suzuki, on en a beaucoup parlé, tu sais, alors que ben du monde louangeait Suzuki, tu renotais certains moments ou passages difficiles pour lui. Ça va mieux au nouveau point. Il a été nommé 2e étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. À quel point le retour de Doc au centre et de Evans pour prendre des mises en jeu importantes, que son baisse son temps de mise au jeu, on rapport dans ça, ou qu'il soit avec un travailleur acharné comme Harvey Pinard, où tu vois la différence dans le jeu de... Et qu'est-ce qui fait le plus de bien au jeu de Suzuki? C'est le retour de centre ou c'est avec qui il est jumelé? C'est les deux. C'est les deux, mais dans le contexte du Canadien, il n'y a pas de pression pour gagner. Les match-ups et tout ça, évidemment, ça va compter normalement, puis ça comptait plutôt dans la saison, mais tu vas avoir l'identité de la masse, right? Je l'ai dit tantôt. Donc, ça s'applique à une ligne. Si tu as 3 joueurs sur une ligne, tu vas avoir l'identité de la masse, donc ça te prend 2/3 des joueurs qui jouent d'une façon, qui ont certains atouts pour justement avoir une identité sur ta ligne. Fait que, éventuellement, ce qu'on espère et ce qu'il faudrait, c'est qu'un gars comme Caulfield et Suzuki ensemble te donnent le talent, la production offensive, mais, ce qu'on a parlé tantôt, la fiabilité qu'on demande à toutes les vedettes, soit que ce soit Exerman, que ce soit Kucherov, que ce soit Bergeron, un Marchand ou peu importe qui. Tu ne pourras pas passer à côté. Sinon, le Canadien ne pourra jamais gagner. Mais entre-temps,
pendant que Caulfield apprend ça, pendant que Suzuki apprend ça, c'est clair que si tu mets des joueurs avec Suzuki ou peu importe lequel autre joueur qui vont t'aider dans cette identité-là, c'est sûr que ça va aider le gars. C'est pour ça que, avant Noël, on parlait beaucoup que Suzuki, c'est un centre numéro 1, c'est un ci, c'est un ça. Puis moi, je le sais, là, ça rappelle, me faisait lancer des tomates. Moi, je disais non, parce qu'il n'est pas encore prêt, lui, à tirer le bateau. Oui, il a du talent, il a une super vision, puis il y a des affaires que les autres n'ont pas, c'est clair. Mais de lui-même prendre cette pression-là, de tirer les autres sur sa ligne dans cette direction-là, il ne l'a pas encore. Lui, il est encore le jeune qui va rentrer dans le silo de la masse. Alors, c'est clair que si tu mets Harvey Pinard avec lui, tu viens, puis à un moment donné, c'est Anderson, mais ça n'a pas aidé juste Anderson. Ça a aidé Anderson aussi, là. C'est là qu'Anderson a commencé à se retrouver. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré dans essayer de jouer là, du hockey Est-Ouest puis essayer de déjouer tout le monde entre les pattes. C'est pas son style. Fait que moi, c'est clair que ce soit Harvey Pinard ou que ce soit Belzile ou un autre joueur de premier plan, éventuellement, qui arbore ces habiletés-là et cette fiabilité-là, c'est sûr que ça va l'aider lui. Parce que c'est les discussions que tu vas avoir, puis c'est les conséquences sur la glace de justement jouer de la bonne façon. Fait que pour moi, que ce soit Caulfield ou Suzuki, que ce soit Dak, ces gars-là, ils auront beau faire le nombre de points que tu veux. Qu'il y ait 65 points ou qu'il y en ait 92, pour moi, ça ne changera pas son développement. Je le sais que Caulfield peut en scorer 40, 50, 60. C'est qu'à la longue, pour que le Canadien gagne, Caulfield, Suzuki, Dak et peu importe les autres, vont être obligés de devenir des joueurs qui sont capables d'être bons. Je ne dis pas les superstars défensifs, c'est pas ça que je dis. Mais avoir un certain niveau de fiabilité qui permet à ton équipe de pouvoir gagner quand il y a de la pression. Parce que quand il n'y a pas de pression, regarde... En tout cas, pas faire de revirement à la ligne bleue. Ben, oui, puis pas juste à la ligne bleue. Des fois, c'est des protections de rondelles dans la zone offensive. Des fois, il reste 30 secondes. C'est la même chose pour un défenseur. Tu gagnes 1-0. Puis là, on le voit avec le Canadien. Tu gagnes 1-0, puis il te reste 30 secondes en période ou en fin de match ou whatever. Puis là, tu appuies l'attaque, puis tu crées un 3 contre 3 ou un 4 contre 4. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas gagner. Ça, c'est s'enlever des chances de gagner. Puis c'est pas parce que t'as pas de talent, mais c'est pas le moment de ton talent. C'est ça surtout. C'est pas une question qu'il faut que tu joues pas de talent. C'est qu'il faut que tu l'utilises comme quand c'est le bon temps. Et c'est ça, la maturité. Fait que Caulfield, quand il va être capable de scorer, même s'il scorait juste un 33 buts, mais qu'il serait capable, justement, à la longue, de comprendre ça, le temps, l'horloge, on mène par combien, là, il y a de l'espace, là, il n'y en a pas. Oh, là, il faut que je fasse attention, parce que si je prends un lancer 3 pieds par-dessus le filet, ça fait le tour de la glace, puis ils sont partis. Tu sais, tous ces petits détails-là, je suis convaincu qu'il est intelligent, puis il va l'apprendre. Parce qu'il y a tous les autres atouts offensifs qui vont tous nous exciter entre-temps, puis Suzuki aussi. Mais tu vas être obligé d'entourer ces gars-là. Donc, c'est pas une question de les blâmer. C'est le développement normal d'un bon jeune joueur offensif. Et si tu leur mets justement un gars fiable, et si tu as un Monahan sur une autre ligne qui est au centre, qui va représenter ça, qui va pouvoir justement te montrer cette façon-là, cette maturité-là, bien, Suzuki est assez intelligent, puis Caulfield est assez intelligent. Ils vont l'apprendre. Puis à un moment donné, quand ils ne gagneront pas, là, ça va être comme à Edmonton, puis ça va être comme à Tampa, puis ça va être comme à Toronto. À un moment donné, ils ne gagneront pas, puis ils ne gagneront pas, puis ils ne gagneront pas, ils vont avoir le talent. À un moment donné, ils vont faire « Ouais, j'ai pas le choix. » C'est la même affaire. J'ai pas le choix à un moment donné de comprendre. C'est pour ça que pour moi, Suzuki, il faut comprendre qu'il n'est pas rendu au point qu'il peut tirer une ligne, puis tirer une culture, puis tirer une identité. Il n'est pas là. Mais un jour, fort probablement. Mais il faut que tu l'entoures de gens qui sont capables de t'aider à tirer ça, à représenter ça. C'est juste ça que je dis. Guy, merci beaucoup. Guy, merci. Toujours aussi... Toujours aussi intéressant, puis c'est fascinant d'entendre certaines choses puis de découvrir la game d'un autre angle avec toi, alors c'est merveilleux. On va te saluer, te souhaiter une agréable journée. Le Canadien qui est à Philadelphie ce soir, tu vas garder un œil là-dessus, j'en suis convaincu. Bien, merci messieurs, merci à tout le monde. Bye-bye. Salut Guy. Salut Guy. Bon, écoute, on va terminer ça. Il s'en est dit quand même pas mal de choses dans cette heure-là. Alors, on rappelle, le Canadien ne s'est pas entraîné ce matin, sauf quelques réservistes. Caden Primo sera devant le filet ce soir contre les Flyers. On va savoir en fin d'après-midi si Kirby Dach est en mesure de jouer, si Sean Farrell va faire ses débuts professionnels, surveiller le 5-7.
Puis vous allez avoir toutes les informations en direct. J'ai l'impression que c'est vers cette heure-là que Martin Saint-Louis va s'adresser aux médias. 17 Ce heures. soir, le Canadien joue contre l'équipe qui est juste en avant. Alors, est-ce que c'est le temps de tout faire pour gagner ou pour rester au 28e rang? Il y en a plusieurs qui vont se poser la question. Philadelphie a 3 victoires de suite, a 2 matchs de plus à jouer. Donc, Philadelphie est quand même en bonne position là, si jamais le Canadien échappe ce soir, de demeurer devant le Canadien. On est à quoi, 8 en ce moment, là, ceux qui continuent à rêver. Le Canadien ne descendra pas plus au classement. Là. Comme Marc l'a bien expliqué tantôt, là, il y a 10 points d'avance sur Anaheim et les 5 derniers. Là. Fait que le Canadien est au plus bas de ce qu'il peut être en ce moment, là, au 28e rang, avec 8 matchs à jouer. Alors, c'est ça la prémisse du match de ce soir. Les Coyotes ont 1 point d'avance sur les Canadiens. Les Flyers en ont 2. Martin, le mot de la fin, je te le laisse. Il y a les étoiles aussi. Ouais. On s'en va aux étoiles. On s'en va aux étoiles? Bon, OK. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles du match d'aujourd'hui, telles que choisies par la communauté de RDS. La 3e étoile de Third Star de Facebook RDS, Marc-André Martin Masque. La 2e étoile de Second Star de YouTube, Vincent Fournier. Et la 1re étoile, Today's First Star de RDS.ca, Phil Leblanc. Bravo, Steph. Je te laisse Merci, au bon Steph, soin pour, de... Merci, oui. Vas-y. J'allais dire un gros merci, Steph, d'avoir été là pour remplacer Yannick lundi et mardi. À partir de demain, mercredi, jeudi, vendredi, c'est François Gagnon qui sera assis dans ta chaise. Pas littéralement dans ta chaise, parce qu'il n'ira pas chez vous faire le show, mais il sera le co-animateur de cette merveilleuse émission. Toi, je rappelle aux gens, puis on l'a dit hier, puis je vais le redire, on va essayer de donner de la lumière. Je sais que toi, tu es un phare pour la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, mais les séries vont commencer bientôt. Donc, comme tu l'as dit hier, ta séquence de jours à travailler commence à être... ça va être quelque chose pour les prochains jours pour toi, mon chum Steph. Fait qu'un gros merci d'être venu faire un tour en Jazz. J'ai hâte de voir ça, moi. Stéphane Leroux et Guy Boucher est assis ensemble en train de regarder un match. Il faudrait faire ça. Il va falloir essayer ça. C'est parce que c'est sûr que Guy voit des choses, puis comme n'importe quel entraîneur, là, puis je me suis jamais considéré là, analyste au point de vue de décortiquer tout le jeu. C'est pas ça ma force. Là. Mais c'est sûr qu'il voit des choses que moi je vois pas. Il y a aucun doute là-dessus. Là. Ça, c'est que je fais juste l'écouter parler, puis je fais ouais, ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Fait que c'est spécial de regarder un match. Puis c'est pour ça l'émission qu'on fait en parallèle des fois avec le match du Canadien, ça montre des choses, justement, là, qu'on ne voit pas toujours. Alors, chapeau, Guy, il est très intéressant. Puis je pense que les gens l'aiment beaucoup. Puis moi, je l'ai connu. Il était entraîneur adjoint avec les Huskies de Rouyn-Noranda, je pense, en 1998, dans ce coin-là. Là. Puis après ça, il est allé coacher Lac-Saint-Louis. Il est revenu comme adjoint avec Rimouski, entraîneur-chef à Drummondville, à Hamilton. Puis on connaît tout son cœur. Alors, ça fait quand même un bout de temps là, que je l'ai rencontré la première fois. Là. Mais c'est toute une tête d'hockey. Oui, bien, toi aussi, les gens t'aiment beaucoup, puis toute une personnalité également dans l'entourage de RDS. Les gens l'ont mentionné tout au courant de la journée sur nos pages. Un gros merci à toi. Merci à notre boss, Valérie Gautran, à la réalisation et toute son équipe. Valérie, tu feras le message pour nous. Merci surtout à vous, les jaseux. Bon match ce soir, c'est sur RDS. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se parle demain.